rebonjour à tous et à toutes. Comme Julie vient de vous le dire, je m'appelle Lucille Coquelin et je vais vous présenter une proposition sur le militaire augmenté dans la série Black Mirror. Les représentations du corps humain augmenté, comme le cyborg, ou du corps humain machine, comme l'androïde, ont connu une véritable consécration à partir des années 60 à Hollywood, à la fin du Code ACE, donc le code de censure hollywoodien. Consécration qui perdure aujourd'hui, puisque c'est devenu une figure emblématique de la science-fiction, du cinéma de science-fiction, de la culture populaire et des univers cyberpunk, comme Matrix, que vous avez sans doute tous vu. Et ce qui est intéressant, c'est qu'au moment où le corps augmenté trouve une grande résonance sur les écrans de cinéma, à la même période, la notion de corps est au cœur des réflexions en sciences humaines et sociales. Dans cette perspective, de nombreux travaux s'ancrant dans les visual studies rendent compte des rapports entre l'esthétique, le social et le politique. Pour questionner les représentations du corps augmenté dans cette série, j'ai donc déployé des méthodologies relevant de la sémiotique et des études de la réception qui s'ancrent en outre dans les television studies. J'ai ainsi réalisé entre fin 2017 et 2018 une première phase d'expérimentation auprès d'une vingtaine de participants et de participantes que j'ai recrutés sur les réseaux sociaux numériques à travers des entretiens qualitatifs individuels, mais aussi collectifs. Il faut savoir que mon enquête a finalement été menée auprès de 130 personnes, mais aujourd'hui, pour rester dans le temps imparti, je vais vraiment me concentrer sur les 20 premiers témoignages que j'ai reçus. Donc la question que je me suis posée, c'était quels sont les regards et les réflexions qui émergent lors des entretiens au sujet du corps humain augmenté dans Black Mirror. Avant de vous présenter certaines observations de terrain, je vous propose d'en savoir un peu plus sur l'histoire qui nous est racontée dans cet épisode. Je ne sais pas si vous l'avez vu, j'espère que non, parce que sinon ce sera moins sympa la présentation. Donc je me permets de vous préciser à nouveau que la série étant anthologique, chaque épisode possède un début et une fin et peut a priori être vu indépendamment des autres. Et je préfère également vous prévenir, mon intervention contiendra des spoilers éhontés. Je suis donc désolée par avance pour celles et ceux qui avaient prévu de regarder cet épisode prochainement. Voilà. Donc je préférais quand même vous le dire. Donc dans cet épisode, on va suivre un jeune soldat, ici présent, qui est surnommé Stripe et qui est envoyé pour la première fois sur le terrain afin d'éradiquer des déchets. Alors les déchets, ce sont des êtres humains dont le sang est contaminé. Ils seraient dégénérés et dangereux. Donc je vous propose qu'on commence par découvrir quelques images de contextualisation pour rendre la présentation un peu plus immersive, parce que c'était aussi la demande du séminaire. Yo, how many roaches you got left out here? I covered 1,000, I covered 100, if that. I mean, back home we had millions, man. It only took 2 years to get shit back on track. Out here you got rustic fucks throwing them scraps. Man, no wonder it's taking so long to mop shit up. But how can anyone be dumb enough to help a fucking roach? Hell yeah. Aiken, Balcon, Coach, you check the outbuildings here, take them one at a time and slow. Stripe, Raymond, you come with me and Leonard. We go in here. Len and I will talk to Heidecker, you check the rest of the house. Okay. Optimal outcome, no shots fired. Except at a roach. Except at a roach. Du coup, ce qui était intéressant, en fait, c'est qu'il y a plusieurs participants qui ont souligné de manière récurrente 2 thèmes qui ont émergé lors des entretiens individuels, mais aussi lors des entretiens collectifs. Le premier thème est le suivant, l'obéissance aveugle et la robotisation du corps du soldat. Alors tout d'abord, les doctrines militaires et les technologies dans l'épisode seraient déshumanisantes pour les soldats qui sont réduits à des pions contraints d'obéir aux ordres. Donc les enquêtés, dès les premières minutes de visionnage, y dressent une critique des conditionnements qui caractériserait les régimes militaires, avec, je cite, du bourrage de crâne pour transformer les soldats en machines de guerre. Alors cette première interprétation, elle est guidée par le fait que les soldats possèdent un implant oculaire, un dispositif qui est dans le cerveau, et du coup qui leur permettent d'être connectés directement à des drones, mais aussi à des bases de données. Donc pour les enquêtés, cette machinisation du corps humain, qui est caractérisée par l'implant, elle dénonce le développement concret et actuel des technologies dernier cri, qui sont déployées à des fins militaires actuellement. Ils m'ont cité notamment des robots tueurs.
Alors, cet épisode m'avait personnellement fait penser à l'exosquelette Hulk, qui est utilisé depuis plusieurs années par les GI pour devenir plus performants sur les terrains accidentés. Et cette robotisation du corps militaire serait le signe d'une objectivation opérée sous le régime de la virilité. En effet, la machine a été élevée au rang de symbole de la modernité, devenant synonyme de productivité et d'optimisation dans une perspective de rendement capitaliste. Cet étalon de la perfection des sociétés modernes est sous-tendu par des schémas de croyances technocentrés qui remettent en question la frontière entre chair organique et synthétique, mais aussi entre la prothèse et l'augmentation. La prothèse, si on s'inscrit dans la pensée de Jacques Perriot, vient pallier ou amplifier les capacités sans modifier véritablement le système du corps humain, tandis que l'augmentation, plus ambitieuse, a comme propos affiché de transformer la nature humaine. L'idée de façonner l'humanité remonte au moins à l'Antiquité, comme en témoigne le mythe du golem, dont est inspiré, il me semble, le monstre de Frankenstein. Le soldat-machine serait l'aboutissement extrême de cette pensée. Au cœur de nombreux fantasmes fictionnels, tels que Robocop ou Terminator, vous voyez un de mes enquêtés qui enseigne l'anglais au lycée et qui utilise d'ailleurs Black Mirror dans le cadre de ses cours, m'a expliqué que Terminator c'est sorti quand il avait 7 ans et que pour lui, aujourd'hui, c'est tout à fait plausible. Pour Claverie et Leblanc, l'augmentation doit donc être examinée en fonction de 2 dimensions. Son accessibilité, la première dimension, et la seconde, sa contrainte d'usage, tout en étant l'un des enjeux socio-économiques majeurs des prochaines années. Cela signifie que dans un contexte de compétitivité accrue entre les individus, contexte dans lequel je pense que nous sommes, l'augmentation a un effet d'amplification des fractures sociales et de création de nouveaux standards qui s'inscrivent dans les croyances eugénistes, mais également de resserrer l'étau du contrôle économique, politique, social. Une critique de ces systèmes est, je trouve, particulièrement saisissante dans l'œuvre Bienvenue à Gattaca, que vous avez peut-être vue. Dans l'épisode Men Against Fire, les soldats, comme je vous l'ai dit, sont beaucoup plus performants sur le terrain, avec le dispositif optique qu'ils ont dans l'œil qui s'appelle le masque. Donc cela leur confère un avantage stratégique qui est caractérisé par une asymétrie du visible. Concrètement, cela leur permet d'opérer des reconnaissances de lieux et de personnes très rapidement, mais aussi de tirer plus précisément sur leur cible. Pourtant, ces critiques des développements technologiques déjà opérants sont très rapidement critiquées par plusieurs de mes participants qui m'ont dit lors d'une discussion collective, vous voyez l'échange, qu'il s'agit d'un constat banal qui ne permet pas de sortir du statu quo. C'est toujours la même teinte pessimiste, montrant un monde qui s'écroule et une dystopie. On sait que les nouvelles technologies, c'est mauvais, et puis c'est tout, quoi. Alors, à la fin de l'extrait précédent, on voyait les militaires qui partaient sur le terrain et qui s'apprêtaient en fait à infiltrer une bâtisse pour venir déloger des déchets. Alors moi, ce que je vous propose, c'est qu'on découvre la première rencontre du soldat que l'on suit avec les déchets. Dans cet extrait, les spectateurs, vous et moi, on découvre enfin les fameux déchets. Les visages de ces êtres ont été décrits par mes enquêtés comme effrayants, agressifs, même monstrueux. Ce qui nous amène à notre deuxième thématique, qui a été particulièrement soulevée lors des entretiens, la question de la déshumanisation. Cette rencontre entre monstres et soldats est caractérisée de violente par les gens qui ont discuté avec moi autour de l'épisode. Et me permet du coup d'introduire cette deuxième thématique qui a été précisée lors d'un entretien comme étant le fil rouge de Black Mirror. Ce premier affrontement n'est chaud de pourtant pas Stripe, qui va retourner très rapidement sur le terrain en mission de reconnaissance avec son équipe. Mais rien ne va se passer comme prévu.
Comme on peut le voir, le jeune homme semble rencontrer un dysfonctionnement avec son masque, le dispositif optique implanté dans son cerveau. Au moment où l'équipe va se faire prendre par surprise par des tirs adverses, Stripe est en train de découvrir une hypersensibilité aux odeurs, aux couleurs. Il y a quelque chose qui est en train pour lui de se passer, puisqu'il nous dit « je peux sentir l'herbe », et il va préciser que d'habitude, on ne sent rien. Un conflit va alors s'engager, et Stripe va rencontrer sur le terrain une mère et son fils, et va les aider à se mettre à l'abri. Une fois protégée, elle va lui expliquer en fait que l'apparence monstrueuse des déchets est une altération de la réalité causée par le dispositif optique posé par l'armée dans le cerveau des soldats. Les déchets, vous l'avez compris, sont en réalité des civils que les militaires exécutent sans état d'âme et sans traumatisme, grâce à leur masque. L'augmentation des soldats dans Black Mirror permet donc bien un eugénisme. Après cette conversation, Stripe est retrouvé par son équipe, qui le pense en danger. Ils vont assassiner la jeune femme sans ménagement. Et puis ils vont rentrer à la base, le mettre sous verrou, et le jeune soldat va enfin obtenir des explications. You see, mass. Well, that's the ultimate military weapon. It helps you with your intel, your targeting, your comms, your conditioning. It's a lot easier to pull the trigger when you're aiming at the boogeyman. It's not just your eyes, though. It takes care of your other senses, too. You don't hear the shrieks. You don't smell the blood and the shit. They're human beings. Do you have any idea the amount of shit that's in their DNA? Higher rates of cancer, muscular dystrophy, MS, SLS, substandard IQ, criminal tendencies, sexual deviances. It's all there. The screening shows it. Is that what you want for the next generation? Don't feel bad about doing your job. The villagers won't do it. The folks back home won't do it. They don't have mass. Mass lets you do it. You're protecting the bloodline. And that, my friend, is an honor. There's no honor here. Just killing. L'épisode ferait donc référence aux techniques militaires visant à réduire chez les individus les résistances à tuer par le déploiement de conditionnements. La déshumanisation des ennemis, les représenter comme malades et dégénérés, les transformer en monstres est l'un de ces dispositifs. Les enquêtés ont identifié une tension en œuvre au sein de la narration entre la fiction et l'histoire. Pour plusieurs participants, et ça répond finalement à l'intervention précédente, cet épisode fait quoi à la Seconde Guerre mondiale et à la doctrine nazie. L'une des participantes ayant proposé cette interprétation m'a d'ailleurs confié que sa grande sensibilité à cet épisode, qu'elle avait trouvé particulièrement éprouvant, était liée à sa propre appartenance à la communauté juive. Pour certains, c'est plutôt la guerre du Vietnam qui serait représentée. Une interprétation qui est soutenue par les tenues militaires associées à celle des GI, et aussi, comme elle nous le précise, ces soldats américains qui sont tout seuls dans un territoire étranger. Pour d'autres, ces affrontements sont le signe d'une tension entre la fiction et l'actualité. L'épisode ferait écho à des conflits beaucoup plus récents, comme la guerre en Irak ou en Afghanistan. Au lieu d'une critique des guerres passées ou du nazisme, il s'agirait d'une critique virulente contre l'impérialisme américain actuel sur les territoires du Moyen-Orient, mais aussi sur leur propre terre avec la gestion des migrations. Dans le premier extrait, vous l'avez peut-être relevé, malgré le problème technique, il y a un détail qui est échangé entre les soldats. Le récit d'un grand nettoyage opéré par les militaires qui auraient éradiqué plusieurs millions de déchets dans certaines régions grâce à leurs outils technologiques de pointe. Dans l'épisode, les monstres seraient donc les victimes de la propagande, une critique des systèmes autoritaires qui endoctrinent les manières d'agir et de voir les manières d'agir et de voir des populations, parce que dans l'épisode, les populations n'ont pas l'implant, mais considèrent quand même que les déchets doivent être éliminés, mais surtout celle des soldats. Une vision du monde et des autres particulièrement monstrueuse,
Ce regard déformé est en fait matérialisé par le dispositif optique implanté. Ces manières de voir permettraient donc de légitimer les génocides historiques, mais aussi les massacres plus actuels. Ce qui nous amène à notre conclusion, portée par un extrait en particulier, dans lequel Stripe découvre contre son gré ses propres souvenirs sans le filtre de la vision du masque. Je vous propose qu'on découvre avec lui ce qui s'est réellement passé au début de l'épisode. Please don't shoot! Please don't shoot! Please! Nah, make it stop. Make it stop! No! Stop it! You will see and smell and feel it all. Is this what you want? On a loop? In a cell all alone? Au sol, Stripe semble éprouver des difficultés à encaisser le choc, à affronter l'horreur des images qu'il découvre pour la première fois en réalité. Finalement, les populations déshumanisées et les soldats anesthésiés sont mis littéralement sur le même plan. Le déchet et le militaire augmenté sont des monstres déshumanisés, lorsqu'ils sont perçus par le filtre de l'implant optique. Mais en réalité, ce sont tous deux les victimes d'une aliénation, puisqu'on s'en rend compte lorsque Stripe recouvre la vue en même temps que le spectateur. Le monstre est dérivé de ce qui se montre, donc de ce qui est mis en visibilité, mais aussi de ce qui est occulté. Le monstre est en fait constitué par un rapport de déformation, tout en reposant sur une absence sensible, pour reprendre les termes de Roland Barthes au sujet du mythe. De ce fait, il est souvent utilisé dans les univers fantastiques et d'horreur pour signifier quelque chose du monde, de notre manière de le regarder et de le construire. Ce qui est intéressant ici, c'est que d'habitude dans le cinéma, le monstre est vraiment subjectivé. Nous avons notamment observé avec ma directrice Alexandra Sammer ce processus sur un terrain portant sur la série The Walking Dead, dans lequel nous avons pu questionner la figure du zombie. Nous nous sommes rendus compte que les régimes de la visibilité, ou autrement dit les visions hégémoniques du monde, sont sous-tendus par des grammaires de reconnaissance et de croyances mobilisées à la fois par ceux qui donnent à voir, mais aussi par ceux qui voient. Ces grammaires dépendent éminemment des conventions socio-culturelles et politiques, et dans cette perspective, les manières de voir sont donc des constructions culturelles naturalisées. Des mythes qui aplanissent les contradictions, dépolitisent les regards et nous font accepter des visions simplifiées du monde afin de garder la cohésion sociale dans les temps de crise. À l'inverse de The Walking Dead, Black Mirror ici prend le parti de prendre à revers le regard en se saisissant de cette fragilité. L'absence sensible mentionnée par Roland Barthes. L'idée, c'est donc d'amener le spectateur à remonter au-delà du visible immédiat, au-delà de la représentation du monstre. La narration dans l'épisode joue sur les conventions du film d'horreur et les détourne afin de révéler les mécanismes de la vision qui permettent la déshumanisation. Dans cette perspective, on peut penser que le corps augmenté dans cet épisode est une performance mythocritique. Je vous remercie beaucoup pour votre attention.